bienvenue dans ce nouvel épisode de Groove and Résilience. Et pour vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je vais d'abord vous amener sur le Ponant. Le Ponant, vous savez, c'est ce bateau de croisière qui en 2008 a été pris en otage par des pirates au large des côtes somaliennes. En charge de la négociation avec ces pirates, il y avait une équipe du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, et mon invité a été membre de cette équipe. Pendant 10 ans, il a œuvré comme négociateur au sein de cette unité, et la résilience, bien évidemment, il connaît. Et il connaît bien. Aujourd'hui, ses talents de négociateur, il les met au service des entreprises, au sein d'un cabinet de conseil qu'il a créé, qui s'appelle Semionego. C'est aussi un conférencier et ses histoires sont souvent passionnantes. Il s'appelle Vincent François et je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Vincent, bonjour et comment vas-tu ? Bonjour Stéphane, je vais très bien, je te remercie. Bon, écoute, la question est à propos, sachant que nous vivons une époque un peu paradoxale, un peu bizarre, et je pense qu'il est bon de se demander comment on va. Donc si tu vas bien, je suis ravi de t'avoir dans le cadre de ce second podcast pour nous parler de résilience. Et ma première question est une question un peu générale. Si je te parle de résilience, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce qui t'a amené à parler de ce sujet ? Alors la résilience, surtout dans le contexte actuel, je pense qu'elle est très très importante. Elle est très importante dans le sens où nous traversons une période d'incertitude, une période de difficultés personnelles, professionnelles, avec des personnes qui vont être endeuillées, d'autres qui vont perdre leur travail, et ce qui pourrait amener beaucoup de personnes à aller vers le côté négatif, à se faire aspirer vers une spirale négative. Et là, sans forcément rencontrer un choc, comme peut l'évoquer dans les écritures et la littérature Boris Cyrulnik, c'est comment maintenir un niveau suffisamment positif pour pouvoir passer cette crise, personnelle, professionnelle ou privée. Et en l'occurrence, là, je pense que la résilience est un enjeu majeur de notre société. Ensuite, moi personnellement, qu'est-ce qui m'a amené à cela ? Mais ce sont les différents challenges qui se sont présentés à moi pour garder un niveau de performance élevé, même sans rencontrer de choc personnel fort. Même si comme tout le monde, j'ai rencontré des épreuves, bien entendu, et à certains moments professionnels, c'est comment maintenir cette motivation, comment récupérer des preuves, et dans l'épreuve, comment rester performant. Voilà, c'est le niveau de performance moyen qui est important, car au GIGN et dans d'autres métiers, nous ne savons pas quand nous intervenons. Contrairement à une préparation pour un événement sportif comme une Coupe du Monde, comme une épreuve sportive planifiée, on est appelé au coup de sifflet et nous devons faire avec le niveau de performance que nous avons et l'entretenir tout au long de la mission. Ok. Mais alors on est quand même dans un domaine qui est quand même très particulier. Puisque mener des négociations au sein du GIGN, je suppose que la pression est super élevée. Comment tu fais quand justement la pression est super élevée comme ça, quand tu te sens éventuellement submergé par cette pression, comment tu fais pour évacuer le stress et reprendre le contrôle ? Alors, premier point, avant d'évacuer le stress, il faut en être conscient. Et ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est pour devenir négociateur au GIGN, il faut d'abord être opérationnel. Donc, nous avons eu, durant 1 an, des épreuves, des tests, et puis aussi un apprentissage personnel sur quelles sont mes zones de stress, et je sais quand je suis stressé. D'accord ? Je sais quand la situation a un impact majeur sur moi. Donc, le premier point, c'est de connaître ces zones de vulnérabilité et de les identifier. Voilà, comment ça se manifeste chez moi. Et on a chacun des zones différentes et des manifestations différentes. Donc le premier point, c'est mettre des témoins sur notre tableau de bord pour savoir. Et ensuite, comment je fais ? De manière très simple, ça va être lorsque je suis en mission, lorsque je suis sur des situations stressantes, ça va être des courtes pauses, des micro-pauses de récupération, avec une mise en mouvement,
Si je peux sortir, eh bien, je vais aller m'oxygéner. Moi, ça va être par la marche à pied, ça va être juste se détendre. Si je suis dans une salle de réunion, ça va être marcher un peu, faire des respirations. Personnellement, je pratique la cohérence cardiaque. D'accord. Ça va être aussi faire des étirements. D'accord. Se remettre dans son corps pour défocaliser du facteur stressant. Quand tu dis je pratique la cohérence cardiaque, ceux qui nous écoutent, je ne suis pas sûr qu'ils savent de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? La cohérence cardiaque, en fait, c'est une matière ou un outil de respiration pour séquencer votre respiration. C'est-à-dire que vous allez avoir des cycles de respiration de 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Vous allez vous centrer sur votre respiration et lors de cette respiration, vous allez gonfler votre abdomen. Vous allez faire ce qu'on appelle une respiration ventrale. Voilà. Et donc, comme je vais me concentrer, parce que ce n'est pas naturel de respirer ventralement, naturellement, je vais défocaliser mentalement. Et il est prouvé également que physiologiquement, ça a une incidence. Donc, je peux faire des cycles de 5 ou 15 minutes. Et ça, c'est des choses que tu faisais à l'époque où tu étais au GIGN. Mais est-ce que ça fait aussi partie des astuces que tu donnes aujourd'hui à tes clients dans le cadre de ce que tu peux éventuellement faire dans tes formations, dans tes conseils sur les négociations complexes ? Alors oui, bien sûr, au GIGN, j'avais d'autres pratiques, puisque j'avais été formé à des stages plus poussés en matière de techniques d'optimisation du potentiel. La cohérence cardiaque, à l'heure actuelle, j'en parle systématiquement à chaque formation que je dispense, et je conseille de télécharger l'application Respirelax Plus, qui est une application gratuite, qui est très simple d'utilisation, et c'est une vulgarisation de cette matière, en fait, de ce domaine, au même titre que d'autres applications très répandues avec des séances gratuites de méditation. Okay. Et ça, le bénéfice pour toi, quel était le bénéfice de ce petit exercice à l'époque où tu étais au GIGN, et qu'est-ce qu'il apporte à tes clients ? Alors, je vais revenir sur l'introduction. La mission du Ponant, une semaine au siège de la CMA-CGM, eh bien, nous avons, au terme du 2e jour, installé une salle de repos pour pouvoir nous-mêmes nous faire des micro-siestes, au même titre que les navigateurs, pour pouvoir vraiment s'échapper mentalement et puis récupérer aussi physiologiquement. C'est bien ça l'enjeu. Réduire le niveau de fatigue. Donc, au terme de ces séances de récupération, eh bien, je vais pouvoir récupérer et remonter mon niveau d'énergie. Ensuite, pour mes clients, ça va être éventuellement leur proposer de faire 5 minutes de cohérence cardiaque pour faire baisser leur niveau émotionnel et pouvoir ensuite attaquer la réunion suivante. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et ça fait partie aujourd'hui d'un des éléments de ton arsenal pour pouvoir récupérer ton énergie pour pouvoir mener tes projets. Complètement. Complètement. Et je m'autorise à faire ces séances. Alors, soit de manière plus prolongée quand j'ai le temps, où je suis dans un bureau, je suis assis dans mon bureau, je suis à l'abri des 20 minutes en début d'après-midi pour me rebooster en énergie. Ça peut être aussi dans les transports en commun ou dans l'avion. Profiter de toutes ces micro-pauses pour pouvoir regagner en énergie. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ce que tu conseilles, c'est de déconnecter. C'est de déconnecter avec la pression, c'est de prendre un moment pour soi, pour respirer, si j'entends bien, et pour se recharger. Exactement, c'est exactement ça. C'est identifier le facteur stressant, mais c'est également savoir s'écouter à certains moments. Voilà, savoir s'écouter et connaître son fonctionnement de telle sorte à se dire, si je vais trop loin, je ne serai pas performant. Donc c'est au-delà de 24 heures, faut pas se leurrer, au-delà de 24 heures, plus personne n'est performant. Il n'y a pas de surhomme. Et si jamais je prends des substances pour maintenir un niveau artificiel de performance ou d'énergie, je vais perdre en lucidité. Non, parce que dans la période que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont, on va dire, en surcharge mentale, surcharge psychologique. C'est compliqué vraiment pour certains des gens autour de chez nous.
Euh, ils doivent rester concentrés aussi pour pouvoir atteindre leur objectif. Et toi, est-ce que tu avais des astuces justement pour rester engagé sur une tâche une fois que tu l'avais commencé? Alors, c'est très difficile hein, avec la sursollicitation actuelle des outils, les notifications push, les mails, les SMS, les appels. C'est limiter les facteurs stressants externes. D'accord. Ça veut dire que je vais, pour rester focus, eh bien couper mon téléphone. Je vais couper certaines informations. Je vais personnellement, j'ai coupé les notifications France Info, etc., etc., pour éviter justement de baigner dans un flux externe qui va me polluer intellectuellement. Et donc c'est ça, se protéger. C'est identifier ces facteurs perturbants de telle sorte à les limiter leurs interactions et puis pouvoir me rester focus et contrôler mon attention. Alors le contrôle de l'attention, c'est quand même un enjeu de tous les jours et c'est extrêmement difficile. C'est aussi l'entraînement. Hein, c'est aussi l'entraînement. Et pour aller plus loin sur le contrôle de l'attention, il y a une personne qui est spécialiste de ce domaine, c'est Jean-Philippe Lachaud. Qui a écrit nombre de bouquins sur le contrôle de l'attention, notamment à destination des sportifs, mais pour d'autres personnes aussi, avec notamment Le cerveau attentif, qui est un livre exceptionnel. D'accord. Et ça, finalement, c'est quelque chose que tu t'inspires aussi de ça. C'est des choses que tu avais appris en termes d'entraînement à l'époque où tu étais au GIGN. Alors, je l'avais appris de façon empirique. D'accord. C'est-à-dire qu'au même titre que Monsieur Jourdain, je faisais du contrôle de l'attention ou de la visualisation positive, ou voilà, sans le savoir. Parce qu'on avait, c'était dans la pratique et dans l'entraînement. Donc, oui, j'en faisais, mais c'est a posteriori, le plus souvent, ou lorsque j'ai pu faire des stages de moniteur TOP, que je me suis rendu compte que j'avais ces pratiques qui étaient ancrées et bien présentes. Donc, qu'est-ce que t'appelles moniteur TOP pour que ceux qui nous écoutent comprennent aussi de quoi il s'agit? Alors ça, c'est un stage qui a été fait et qui est certainement toujours fait au sein des armées. Ouais. C'est moniteur des techniques d'optimisation du potentiel personnel. Donc ça a été mis en place à l'EIS, à Fontainebleau, et c'était à destination eh bien, des armées, de toutes les armées. C'était initialement les pilotes d'avion qui avaient mis ça en place. Voilà. Et après, ça a été vulgarisé pour toutes les populations. Donc nous, négociateurs au GIGN, nous avions accès à ces stages pour pouvoir le faire sur nous-mêmes, mais également sur nos camarades et certaines victimes pour pouvoir les utiliser en cours de négociation. Et parmi les éléments de ce dispositif, il y avait quelque chose sur le contrôle de l'attention. Le contrôle de l'attention et puis le contrôle de nos émotions, voilà, qui est fortement lié. Okay. Et comment tu traduis ça aujourd'hui dans ce que tu fais aujourd'hui avec justement tes clients? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans les échanges, dans la façon dont tu les formes? Parce que moi, le sujet me paraît important, cette histoire de contrôle de l'attention dans le moment que nous vivons. Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques dans le cadre de tes séminaires et comment tu le fais? Alors, je le communique, mais de façon indirecte, de manière indirecte, d'expériences de séances, de relaxation ou alors de cohérence cardiaque, et leur faire voir la différence entre commencer un exercice, un run de négociation avec un niveau de stress important, peut-être légèrement dépassé, et puis après refaire un autre exercice avec un niveau d'intensité identique, mais en ayant fait une séance au préalable, et voir la différence de performance et de lucidité. Parce que on parle bien de lucidité et donc derrière de performance. Voilà. C'est qu'ils prennent conscience, qu'ils testent, qu'ils s'approprient ces outils par eux-mêmes, de telle sorte à ensuite se dire oui, ça sert et j'ai vu clairement la différence. Voilà comment je passe beaucoup par l'expérience et par l'appropriation individuelle. J'aimerais aussi évoquer avec toi la notion d'optimisme, parce que quand on est face à des difficultés, quand on est face à des situations complexes, ça marche pas toujours. Ça peut avoir un impact quand même assez fort sur le mental. Comment toi tu préserves finalement ton moral, un moral positif quand tu es face à des situations tendues? Comment le faisais-tu peut-être effectivement à l'époque où tu étais au GIGN, et puis comment ça se traduit éventuellement dans ce que tu fais aujourd'hui?
Alors la plus grosse différence entre mon expérience au GIGN lorsque j'étais en mission et à l'heure actuelle où je suis entrepreneur et impacté par d'autres facteurs. Au GIGN, lorsque je partais en mission, où j'étais en mission en négociation, on était focus mission. Plus rien n'importait en dehors. D'accord. Voilà. Donc là, il y avait l'objectif, il était extrêmement défini avec un sens de l'engagement et de l'action. Donc naturellement, on était là pour réaliser. Et on s'appuyait sur nos méthodes, notre organisation et notre expérience pour sortir de cette crise. Voilà. Et ça s'asseoir sur des fondamentaux extrêmement forts et sur l'équipe, le groupe porte vers la visualisation positive et la réalisation positive de la mission. À l'heure actuelle, pour rester dans un prisme ou une dynamique positive, je me protège. Comme j'ai dit, je me protège des éléments perturbateurs, de la surinformation, voire de la désinformation, de telle sorte à rester simplement sur ce que je maîtrise. Donc ça veut dire que si, et ça m'arrive bien sûr à certains moments d'avoir des phases où je vais être impacté, vous dire c'est pas possible, mais combien de temps? L'annonce du reconfinement n'a pas été une bonne nouvelle, bien entendu, mais c'est se dire ok, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà qu'est-ce qui nous appartient? Est-ce que nous avons de la maîtrise sur cette décision, oui ou non? Donc ça va être, la première étape, ça va être d'accepter cette décision et puis de bien identifier ce sur quoi j'ai de la maîtrise. Je n'ai aucune maîtrise sur le fait de décider ou non du confinement, de respecter ou non. Donc la seule maîtrise que je vais avoir, c'est la façon de prendre les choses. Voilà. Et de revenir à des fondamentaux. Vraiment réduire la taille, définir des objectifs, garder une routine, ce qui va nous mettre en mouvement. Et ce mouvement de routine va nous permettre d'avancer petit à petit. Voilà. Ouais, mais quand à t'écouter, je me dis, mais finalement, parce que ça fait du bien de se plaindre aussi, ça fait du bien de à un moment donné, d'extérioriser son aigreur, sa révolte face à une situation qui nous énerve, où on sent qu'on perd pied. Pour toi, c'est pas quelque chose qu'il faut privilégier, extérioriser un peu sa colère auprès peut-être du gouvernement, de la situation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, si, bien entendu, la phase de ventilation, ce qu'on appelle la ventilation émotionnelle, est importante. Ouais. Bien entendu. Le danger, c'est de rester dans ce cercle qui est néfaste. Il faut que c'est un temps restreint. Moi-même, quand j'appelle des amis ou des collègues entrepreneurs, on va ventiler ensemble. Et c'est excessivement important parce que ça normalise notre sentiment. On va dire, mais oui, toi aussi, tu rencontres des difficultés. Bah oui, lesquelles, etc. C'est comment, ensuite, je switch d'une ventilation émotionnelle à ouvrir sur autre chose. Et là, dans ces situations extrêmement compliquées, allez voir des professionnels de la santé mentale si vous sentez que vous êtes sur un versant dépressif. Pour pouvoir justement ventiler. Et ils sont formés pour ça, pour ensuite amener sur vos ressources et aller vers autre chose. Rester dans ce marasme à ressasser en permanence, c'est pas bon. C'est ventiler en partie et ensuite aller sur quelque chose de plus constructif et de sortie de crise. Voilà. D'accord. Okay. Et ça t'arrivait, toi, de ventiler quand tu étais dans le cadre de missions un peu compliquées au sein du GIGN ? Parce que j'imagine que dans des situations tendues, dans les prises d'otages ou des choses comme ça, j'imagine mal que tu ventiles avec ton preneur d'otages. Alors, je ne vais pas ventiler avec mon preneur d'otages, bien entendu. Mais par contre, je peux ventiler avec les autres membres de l'équipe. Oui. Et ça, c'est la ressource du groupe. C'est la ressource de l'équipe, de telle sorte à aménager des espaces de parole, de discussion, pour ensuite repartir sur une nouvelle phase de préparation. Ok. Et ce que je retiens aussi dans ce que tu viens de nous dire, c'est que il est important de se concentrer sur ce sur quoi on a la maîtrise.
Finalement, ne pas se laisser polluer sur les éléments extérieurs, même si ça fait du bien de ventiler, mais de se concentrer sur quoi on a la maîtrise. Mais pour bien se concentrer sur quoi on a la maîtrise, ça veut dire qu'aussi il faut faire confiance au système. Comment tu peux faire confiance au système ? Alors faire confiance au système, on peut, si on n'a plus confiance dans le système global, on peut aussi son propre écosystème. Comment vous faisiez, vous, parce que au sein du GIGN, pour vous faire confiance mutuellement ? Alors, la construction de la confiance mutuelle est un processus assez long, avec des épreuves initiatiques, une sélection commune, le partage d'expériences difficiles dans l'adversité, et puis l'ultime épreuve que l'on va faire en formation au GIGN, c'est le tir de confiance. Le tir de confiance, en fait, eh bien, c'est souvent passé à la télé, eh bien, je vais tirer sur un collègue à 15 mètres qui a un gilet pare-balles, et sur ce gilet pare-balles, il a un plateau d'argile. Et moi, avec mon revolver, Manurin, mon MR73 en 38 spécial, je vais lui tirer dessus. Et là, je vais dire à l'autre, je te tire dessus, et tu peux avoir confiance en moi parce que je maîtrise mon geste. Parce que moi-même, j'ai confiance en mon arme et j'ai confiance en ma technicité pour tirer dessus. Et l'autre nous fait un cadeau parce qu'il nous dit aussi, je te fais confiance, j'ai confiance en toi parce que tu peux me tirer dessus. Je sais que ça se passera bien. Voilà. Donc ça renforce énormément le lien de confiance et puis surtout la maîtrise du geste et les différentes technicités possibles. Ok. Donc il y a des moments symboliques qui permettent justement de créer, de construire un peu cette confiance. Ça se traduit, ça peut se traduire ça dans une entreprise, dans une équipe, notamment dans ce que tu fais aujourd'hui dans tes formations de négo. Alors complètement, puisque ça va, on va dire, contribuer au sentiment d'appartenance. Au sentiment d'appartenance de l'entreprise avec son histoire, avec ses rituels. On peut tout à fait imaginer des séminaires d'intégration avec des épreuves, enfin pas des épreuves, mais des passages initiatiques qui vont permettre justement d'arriver à cela. Voilà. Et puis au GIGN aussi, il y avait quelquefois des erreurs de commises qui étaient gentiment, quand ce sont bien sûr des petites erreurs, gentiment sanctionnées. Voilà, et la sanction quand au GIGN, quand je faisais une erreur minime, eh bien le lendemain matin, j'offrais les croissants à tout mon groupe opérationnel, toute ma section. Voilà. Ok. Ouais, ça faisait partie de ces gestes qui permettaient de restaurer la confiance et de retravailler sur cet élément-là. Ok. Exactement. Et faire preuve d'humilité et de reconnaître ce que l'on a fait. Ok, j'ai reconnu. Ok, bah ouais, j'ai fait une boulette. Ok, d'accord. Et maintenant, je vais y travailler pour ne pas la reproduire. Ouais, mais c'est important ce que tu nous dis parce que si tu veux que moi j'observe dans ce qu'on a, dans la crise que l'on vit en ce moment, les entreprises qui galèrent un peu, les patrons dont le rôle de patron vis-à-vis de leurs équipes, ils ont une responsabilité qui est pas si facile que ça à assumer quand même. Pour toi, dans cette adversité, travailler sur la confiance, c'est quelque chose qui est crucial, quoi. Les entreprises qui se sortiront de cette crise seront les plus résilientes. Et la résilience, eh bien, elle s'obtiendra par la capacité d'adaptation, par la délégation et la confiance qu'on fera aux équipes. Surtout pour celles qui basculent en télétravail. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ok. De toutes ces expériences aujourd'hui, enfin, GIGN aujourd'hui, maintenant, tu fais autre chose, mais finalement, comment sais-tu ou comment savais-tu à l'époque que tu agissais dans ce qui était pour toi la bonne direction ? Pour atteindre une certaine homéostasie, un équilibre. Voilà. Ouais. À certains moments, je travaillais beaucoup, je partais plus, j'avais un niveau de charge de travail qui était élevé. Et derrière, mon sentiment de bien-être en était altéré. Donc ça va être par un niveau de tension personnelle plus important, un niveau d'agacement. Et ça, faire attention à ce que nous dit aussi notre entourage proche, en disant ou alors si on n'arrive pas, parce que le plus souvent on s'en rend pas compte,
Hein, c'est ça. Ou alors également au niveau physique, des blessures, des bobos, des tensions. Moi, personnellement, c'est plutôt le mal de dos ou des choses comme ça. Ou alors des tendinites lorsque je faisais beaucoup de sport, récurrentes. Ça, c'est un signal. Votre corps vous envoie un signal, c'est une somatisation d'un déséquilibre. Donc, c'est bien identifier, justement, être à l'écoute de tout ça, des signaux personnels, et puis également de ce que nous renvoient nos proches, de telle sorte à dire, ah, il y a plusieurs témoins qui s'allument, attention, danger. Donc, eh bien, c'est ralentir, réduire. Alors quelquefois on ne peut pas et il faut serrer les dents. Mais déjà en avoir conscience, c'est un premier pas vers un mieux-être. Et se dire qu'est-ce que je mets en œuvre pour ne plus. Au démarrage de ma carrière de consultant, il m'est arrivé de travailler 4 jours par semaine avec des changements de ville tous les jours. Ça maintenant c'est proscrit de mes pratiques. C'est fini. Je me préserve des autres. Si à certains moments, oui, je vais travailler plus, mais je sais que je garde une marge de manœuvre de telle sorte à rester dans une zone contenue. D'accord. Ok. Ouais, dans ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est si tu veux être dans la performance, il faut savoir ralentir. Exactement. Exactement. Ouais. Ok. On arrive presque à la fin de notre entretien. Et j'ai quand même une dernière question parce que ceux qui nous écoutent, mon avis, ont trouvé ton expérience passionnante, enrichissante. Mais s'ils devaient garder quelque chose de cette expérience, quelles seraient les 3 principales pratiques qui toi t'aident aujourd'hui le plus et qui te semblent être utiles dans la phase dans laquelle nous sommes? Dans la phase de confinement actuelle, se définir des routines. D'accord. Avec une pratique sportive, physique. Alors pas forcément sportive au sens stricto sensus du terme, mais ne serait-ce qu'un tour de vélo, une marche à pied, voilà. Pour pouvoir s'oxygéner, pour pouvoir ensuite se dépenser physiquement et sortir des écrans, parce que l'écran crée beaucoup de tension, et les visioconférences également. Se laisser des temps de respiration avec les respirations, peut-être avant que les enfants, si vous avez des enfants, rentrent de l'école, pour pouvoir les accueillir psychologique et ouvert à leur accueil. Ensuite, se définir des objectifs atteignables, pas trop atteignables, à court terme, de telle sorte à pouvoir engager petit à petit une sortie de crise, visualiser une sortie de crise petit à petit. Ne pas se dire, par exemple, là, nous sommes aujourd'hui, la date m'échappe, le 6 novembre, ne pas se dire que le 2 décembre, c'est fini. Non, on n'a aucune prise là-dessus. Et il y a forte chance que le confinement dure plus longtemps. Donc si je commence à me dire, ça y est, il faut tenir jusqu'au 1er décembre, et que ça se passe pas comme on a prévu, il va y avoir une chute importante et une grosse déception. Donc, toujours restez focus sur votre pratique, ce que vous maîtrisez, et puis avoir ces petits réflexes de routine, de dire aujourd'hui, se prévoir un agenda, et puis se ménager des zones de respiration, dans tous les sens du terme. Moi, ce que je retiens, donc du coup, tu nous dis, premièrement, il faut faire un peu plus de sport, voilà, pour nous oxygéner, voilà, et travailler le physique, fatiguer un peu le corps, voilà, pour nous libérer un peu le mental. 2, s'accorder des moments, voilà, de respiration. Voilà, tu as parlé de cohérence cardiaque, voilà, pour bien respirer et puis se mettre dans un état de calme. Voilà, et puis, troisièmement, se concentrer sur uniquement ce qu'on maîtrise. Exactement. Voilà. Également, éviter la surconsommation de produits excitants, comme le café, quand on est chez nous, parce que ça va altérer la qualité du sommeil. Et les 3 éléments que l'on va mettre en œuvre, que tu as cités, vont concourir à améliorer la qualité de notre sommeil, et donc du coup, regagner en énergie pour le lendemain. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que le sommeil, c'est quand même quelque chose de crucial, quoi. C'est si tu dors pas correctement, il est clair qu'en matière de lucidité, tu en as parlé, ça va pas aider.
Voilà. Bon, en tout cas, nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Vincent, je te remercie. Je te remercie pour tes conseils, pour ta simplicité dans le cadre de cet entretien. Je te souhaite une bonne journée, Vincent, et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et au plaisir. À bientôt, salut. Au revoir.